Bonjour, nous sommes le samedi 7 avril 2018 et aujourd'hui je ferai une petite causerie dont le titre provocateur est «Le chien est intelligent, mais l'homme l'est-il?» Voilà. Et si vous suivez un petit peu mon actualité, vous vous doutez d'ores et déjà qu'il s'agit de réflexions dans le sillage de la table ronde qui a eu lieu il y a exactement une semaine à Paris, à la Sorbonne, où j'étais interrogé en compagnie de Madame Catherine Simon, qui est une spécialiste de la robotique, de Monsieur Raja Chatila, qui représente la recherche en intelligence artificielle en France, et nous étions interrogés par Madame Maïlis Besri. Voilà. Et l'émission est visible sur l'internet et le podcast également maintenant. Et elle est passée en direct en fait entre 14h et 15h hier vendredi sur France Culture. Alors, vous avez vu, bon, c'est une table ronde, on n'a pas le temps de dire grand-chose, on a envie de dire des choses, mais la personne qui vous interroge a une idée très précise de ce qu'elle essaie de vous faire dire. Bon, c'est la règle du jeu. Mais du coup, on se retrouve à ne pas pouvoir faire un exposé systématique comme on aurait pu le faire si on était, voilà, si on vous demandait de parler du sujet en tant que tel et en tant qu'une personne qui dispose de 40 minutes ou de 25 minutes, mais qui pourrait faire un exposé systématique sur ces questions. Alors, qu'est-ce que j'essaie de dire avec le chien est intelligent, mais l'homme l'est-il? C'est que vous verrez sans doute, vous avez dû avoir vent dans l'actualité de deux types de propos qui sont en réalité très extrêmement contradictoires. Les deux choses ont l'air d'aller de soi, mais en réalité, quand on les confronte, on s'aperçoit que l'une, en réalité, devrait exclure l'autre. Et de quoi est-ce que je parle? Je parle des discussions qui ont lieu sur l'intelligence artificielle, et on en parle beaucoup. Le président de la République, M. Macron, en France, en a parlé. M. Cédric Villani en a parlé longuement. Il était d'ailleurs une des personnes... Il a déposé un rapport sur l'intelligence artificielle. Il a d'ailleurs aussi participé à cette émission enregistré à la Sorbonne il y a une semaine. Tout le monde en parle, enfin pas tout le monde, heureusement, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui ne sont pas vraiment très informés du sujet, mais on en parle, et par ailleurs, on parle aussi en parallèle de cette affaire qui a été révélée, c'est-à-dire la manipulation des élections américaines, et plus que probablement aussi, c'est apparu, du référendum du Brexit, par des firmes qui se spécialisent dans la collecte de données individuelles et qui incitent les gens à voter d'une manière bien particulière durant les élections. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? La première, l'image qui émerge de la réflexion sur l'intelligence artificielle en ce moment, c'est que l'intelligence humaine, c'est une chose très difficile à définir, que les machines essaient de le faire, mais que c'est très compliqué, et beaucoup de gens vous diront qu'on est encore d'être très loin d'avoir obtenu de véritables résultats. En particulier, vous pourrez entendre Monsieur Chatila dire ça, qu'en fait la machine ne comprend pas ce qu'elle fait exactement, et Monsieur Villani, Cédric Villani, est une personne qui, dans ses discours, dit que la machine, en réalité, ne comprend rien de ce qu'elle fait. C'est une interprétation que nous faisons d'elle, de dire qu'elle est intelligente, et j'ai l'impression que ce qu'il essaye de dire, c'est que la machine n'a pas de conscience. Et là, vous le savez, moi j'ai une opinion tout à fait différente. J'ai une représentation, j'ai un modèle de la conscience que j'ai mis au point à la fin du XXe siècle, en 1999, dans un article, et qui distingue très clairement la question de la conscience et de l'intelligence. Je ne crois pas qu'il y ait un grand rapport entre les deux. Enfin, je m'en explique beaucoup plus longuement dans ce livre qui va paraître et qui s'appelle Défense et illustration du genre humain. Ça paraît, en fait, c'est le mois prochain. Alors, d'une part, une représentation de l'intelligence humaine comme quelque chose d'assez élusif, de quelque chose qui est assez difficile à saisir, qui est sans doute beaucoup plus compliqué qu'on l'imagine maintenant, que les machines font des choses, mais c'est sûrement pas à la hauteur de ce que nous appelons l'intelligence humaine.
et par ailleurs une autre représentation de nous-mêmes comme des sortes de machines, justement, qui sont manipulables et corvéables à souhait, qu'il suffit en fait de posséder quelques données sur qui nous sommes pour pouvoir nous imposer de voter de telle ou telle manière. C'est-à-dire une représentation qui nous montre en fait comme des créatures absolument pas intelligentes, comme des espèces de machines pavloviennes qui réagissent simplement à des stimulus ou des stimuli et à qui on peut faire n'importe quoi si on décide de le faire. Comme si nous étions en fait hypnotisés de manière permanente. Ce qui me distrait, c'est l'idée qu'effectivement, il y a un état, ou il y a des états dans lesquels nous pouvons nous trouver qui ressemblent à l'hypnose, sans que nous ayons été hypnotisés. C'est le fait que nous soyons dépendants de substances, que nous ayons une addiction, c'est-à-dire qu'en fait, manifestement, un besoin de notre corps prend le dessus entièrement sur les décisions que nous pourrions prendre. Les effets de propagande dont il est question récemment, en utilisant essentiellement comme données au départ, des données qui sont récoltées par Facebook, et en les utilisant par des firmes comme il s'appelle comme Cambridge Analytica, dont on a découvert avec stupeur qu'à la tête de cette entreprise, qui a utilisé de manière massive les données de Facebook pour essayer d'influer le vote à la présidentielle aux États-Unis, se trouvent des gens extrêmement proches en réalité de Trump. Monsieur Steve Bannon, qui a été son conseiller, qui n'a plus été, il a été viré à la suite du fait qu'il était l'informateur principal d'un livre de potins, de révélations sur Trump. Mais apparemment, ils restent en très grand contact. La sortie a l'air un peu bidon. Et ce monsieur Steve Bannon travaillait dans le cadre de son agence de presse Breitbart, financé par monsieur Robert Mercer et la fille de monsieur Robert Mercer qui s'appelle Rebecca Mercer, un monsieur qui a travaillé pour IBM, pour des hedge funds, un monsieur qui est partisan de la peine de mort et qui met de l'argent à essayer de réhabiliter ça, et qui a donc créé pour plusieurs millions de dollars américains une firme qui allait utiliser les données récoltées par Facebook pour essayer d'influer sur la campagne électorale américaine. Alors il y a des études qui sont faites maintenant, qui sortent par des universitaires pour savoir si ces gens ont pu effectivement influer sur les élections. Et il semble bien que oui, parce que en fait l'élection présidentielle c'est décidé sur trois États. Si j'ai bon souvenir, c'est le Michigan, le Wisconsin et Pennsylvania. Et les calculs qui sont faits montrent qu'on a pu faire changer de vote de l'ordre de 2% des personnes, au moins 2%, peut-être jusqu'à 4%. Mais qu'en ce qui concerne ces États en particulier, la victoire de Trump s'est faite sur des marges qui sont parfois de 0,2%. C'est-à-dire que l'effet de propagande, l'effet de manipulation est plus important que les marges qui ont été les différences de vote entre les deux camps dans cette élection. Donc, ça a dû probablement être décisif dans l'élection. Il y a une hypothèse qui ferait que ça n'a pas été décisif. C'est si l'influence de la manipulation avait été par extraordinaire, tout à fait quasiment nulle, précisément dans ces trois États, contrairement à ce qu'on a pu observer dans l'ensemble. Donc, d'un côté, on nous dit l'intelligence humaine est une chose extrêmement délicate, admirable, difficile à reconstituer, on laisse entendre que nous en sommes tous pourvus. Et par ailleurs, on nous fait émerger une image de nous comme entièrement manipulables, comme des robots auxquels on peut faire ce qu'on veut. Et c'est pas récent, bien entendu, c'est pas récent. Il y avait avant ce type de manipulation directe sur des votes. La publicité existe depuis très longtemps, qui a pour but précisément de faire cela, de nous influencer pour que nous achetions tel ou tel produit.
La réflexion sur la publicité, tout ça date des années 20. Il y a un fameux livre de Edward Bernays, un neveu de Freud, qui s'appelle Propaganda et qui est une réflexion sur la propagande. Des réflexions intéressantes de ce côté-là, j'y reviendrai sans doute. Je suis en train de lire ce petit livre comme des réflexions assez curieuses sur le fait que la démocratie aurait peut-être besoin de la propagande parce que les gens trop stupides ne peuvent pas comprendre comment ça marche et donc il faut en fait les convaincre d'aller dans le sens de la marche et de l'intérêt général parce que ça ne leur viendrait pas naturellement. Il y a peut-être un peu dans l'observation du populisme en ce moment et il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là quand je vois qu'il y a des émissions très regardées pour ça où les gens vont découvrir si c'est vrai ou non que la Terre est creuse et qu'il y a des habitants au centre. Je devrais parier, il y a un nombre non négligeable de personnes qui croient ce genre de choses. On se demande où est passée l'école. Il y avait quand même une époque où les gens allaient à l'école et on les décourageait quand même d'apprendre ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec les élèves et les professeurs pour que maintenant un grand nombre de jeunes, je ne dis pas la majorité, mais quand même un grand nombre soit prêt à croire des histoires comme la Terre creuse, ou alors on les endoctrine vraiment à croire que des massacres qui ont eu lieu récemment aux États-Unis avec des gens qui mitraillent la foule, qu'en fait ce sont des mises en scène en studio et que ça n'a pas véritablement eu lieu, que les jeunes qui protestent contre un massacre dans leur école sont manifestement manipulés par les services secrets et qu'en réalité ce sont des acteurs. Enfin, chers amis professeurs, chers amis enseignants, enfin ce sont quand même vos élèves. J'ai enseigné encore cette année-ci, j'ai eu des élèves, je leur ai parlé, j'ai essayé de comprendre ce qu'ils pensaient, j'ai essayé de les mener dans la bonne direction avec des informations et ça a été très gratifiant. Je veux dire, nous avons eu des échanges intéressants. Est-ce que c'est devenu si difficile d'apprendre les choses aux élèves, de leur dire que les Illuminati, ça n'existe pas, que le monde n'est pas encore dirigé par les reptiliens, qui sont en réalité des extraterrestres. Enfin bon, je m'égare un petit peu. Alors, publicité, propagande, manipulation, surveillance généralisée. Vous verrez, on attire beaucoup l'attention sur le fait que en Chine, l'hypersurveillance est déjà en place, il y a des caméras partout, on observe votre comportement, il y a des commissariats de police où on essaie de prédire des vols qui vont avoir lieu à partir du comportement de certaines personnes qu'on a déjà repérées, etc. Et on nous dit, regardez, c'est abominable ce qui se passe en Chine, en laissant entendre qu'on n'en est pas là. Alors, j'en parle aussi dans le livre qui va sortir. J'ai appelé ça le surmoi remplacé par les big data. Vous verrez, en fait c'est assez comique, mais la conclusion n'est pas comique. On en est là chez nous aussi. La différence avec la Chine, il y a une différence avec la Chine, c'est que c'est pas le gouvernement qui nous surveille comme ça, c'est le secteur privé. Et l'information qu'on peut tirer, c'est pas le gouvernement, l'État qui en tire des conséquences, c'est le plus offrant. C'est celui qui paye le plus pour les données ou qui arrive à embobiner, excusez-moi, Facebook plus facilement que les autres. C'est ce qu'on a vu. Et qui parviennent à nous faire voter pour un Brexit qui est une catastrophe ambulante, où quand on regarde des articles en Bretagne maintenant, moi j'ai dit au départ, ça ne se fera pas le Brexit, mais quand on regarde les articles dans les journaux britanniques, maintenant c'est comment est-ce qu'on en est arrivé là? Les gens en rigolent, les Britanniques en rigolent d'eux-mêmes, de voir la catastrophe qui est en train d'avoir lieu en raison d'une décision qui a été prise. Mais dont on découvre maintenant qu'il y a eu là aussi, et là je n'ai pas encore vu de calcul, mais là aussi on a demandé à des firmes de tirer
des données personnelles, le moyen de manipuler les gens pour qu'ils votent en faveur du Brexit, avec la catastrophe que ça produit en ce moment. Alors, est-ce que l'explication générale, et là je tombe dans le complotisme, est-ce que c'est vraiment Moscou qui est arrivé à manipuler Monsieur Mercer et Robert et sa fille Rebecca et Monsieur Steve Bannon à ce que les Américains aient le plus mauvais président possible? Est-ce que c'est vraiment Moscou qui a essayé de détruire l'Europe en faisant voter les gens pour le Brexit? Personnellement, je ne le crois pas. Bon, tout ça se rencontre. La bannière brandie par cette jeune femme que vous avez dû voir avec ces trois héros, Trump, Poutine et Marine Le Pen, c'est pas une invention et ça se passe bien à Moscou. Mais à la limite, on pourrait dire. Est-ce que les Russes sont assez malins véritablement pour arriver à manipuler tout ça de la manière dont on voit que ça se passe? Non, je crois que ce monsieur Robert Mercer et cette Rebecca Mercer, ce sont des libertariens, c'est-à-dire une espèce de variante entièrement dévoyée de l'anarchisme qui se situe entièrement à l'extrême droite. Ce sont des gens qui ont soutenu d'autres conservateurs avant que Monsieur Trump se présente. Je crois qu'ils étaient soutiens de Rubio, si j'ai bon souvenir, ou de Ted Cruz. Non, je crois que c'était de Rubio. Et puis ils ont pris Trump parce que l'autre s'est effondré. Ils se sont rabattus sur Trump. Donc je ne vois pas qu'il y avait de complot véritablement. Mais il y a rencontre entre le populisme et les conservatismes sous leur forme leur plus bizarre, comme leur forme libertarienne. Tout ça se retrouve dans l'amour du Bitcoin et des crypto-monnaies ou pseudo-crypto-monnaies. C'est le populisme, c'est l'explication fausse au pouvoir, explication fausse d'une certaine manière parce qu'elle est plus simple et que donc c'est plus facile à comprendre, mais aussi parce que d'une certaine manière les élites font barrage à l'information juste parce que ça les arrange pas qu'on sache trop comment ça marche et les autres s'engouffrent dans la brèche. Il y a là un prêté pour un rendu, pas nécessairement entièrement maîtrisé, mais c'est comme ça que ça marche. Alors, le chien est-il plus intelligent que l'homme ou est-il le seul à être intelligent? Comment réconcilier ces deux visions de l'homme comme tellement intelligent que la machine n'arrivera jamais à le faire et que nous-mêmes n'avons pas encore compris exactement comment ça marche, et d'autre part un pantin que n'importe quel marionnettiste qui met un petit peu l'argent là-dedans peut faire aller exactement dans la direction où il veut et faire exactement les gestes qui sont voulus. Eh bien, la réponse, à mon sens, elle est claire. Les deux sont vrais. Du côté de l'intelligence, il y a le calcul. Du côté de l'absence totale d'intelligence et du côté manipulable en direction de populisme et compagnie, c'est bien sûr l'émotion. C'est l'émotion. Et nous sommes faits entièrement des deux. Nous sommes faits entièrement des deux. Je m'intéresse beaucoup dans Défense et illustration du genre humain à nos deux types de volontés. La volonté immédiate dont on sait que c'est le corps qui la décide, qui la détermine, et notre conscience de ce qui est en train de se passer arrive entre une demi et 10 secondes plus tard. Les décisions sont prises au niveau du corps. Ce qui ne nous empêche pas de réagir à notre propre comportement et d'intégrer dans une représentation de nous-mêmes la manière dont nous réagissons aux événements. Si je me trouve dans une circonstance où je me suis manifesté à ma grande surprise comme un total couard ou comme quelqu'un d'un courage extraordinaire, il faudra que j'intègre cette information, négative ou positive, à l'intérieur de l'image que j'ai de moi. Et quand je fais des calculs à long terme, parce que ça on peut faire aussi, on peut s'inventer des soucis à projeter dans l'avenir, par exemple d'aller à tel endroit à un moment précis de la semaine prochaine, ou de réussir mes examens, ou d'écrire une thèse. On peut se donner des projets comme cela. Et le fait que la thèse n'est pas terminée, c'est un souci qui va vous rester jusqu'à ce que vous la déposiez. Et voilà. Et après, vous pourrez vous créer d'autres soucis, d'autres priorités, et ainsi de suite. Ça, nous pouvons faire aussi. Nous pouvons non seulement réagir dans l'instant avec des décisions qui sont purement d'ordre inconscient, c'est-à-dire c'est le corps qui prend la décision tout de suite, et puis qui nous informe par la lucarne de la
le regard ou la lucarne de la conscience ce qui s'est passé, mais nous pouvons aussi, assis autour d'une table, délibérer et nous dire nous allons faire telle chose et inscrire ce projet comme un souci qui sera notre souci jusqu'à ce qu'on l'ait résolu. Alors voilà, est-ce qu'il y a moyen de mettre les deux idées ensemble? Ben oui, il y a un fameux ouvrage, qui date de 1989, qui s'appelle Principe des systèmes intelligents, qui a été écrit par une personne à l'époque où il était une personne, elle, le monsieur en question, Principe des systèmes intelligents, puis bien en 1989 à l'époque chez Masson, maintenant qu'on peut obtenir aux éditions du Croquant. Et ma réflexion sur l'intelligence artificielle à l'époque où je travaillais dans un projet d'intelligence artificielle de 87 à 90 pour la compagnie britannique British Telecom dans le cadre du projet Connex et dont on nous a appris au moment où on nous a laissé partir que en fait il avait été financé par le ministère de la Défense britannique et non par British Telecom, qu'il ne s'agissait pas de répondre à des gens qui appelleraient au téléphone la compagnie comme on nous avait dit que tel était le projet, mais qu'il s'agissait plutôt d'avoir un système qui pourrait répondre à un pilote dans un cockpit d'avion, alors que le pilote est occupé à plein de choses, pouvoir avoir des échanges intelligents avec la machine, avec l'avion lui-même autour de lui. On avait déjà vu ça à l'époque dans le film 2001, et donc c'était de la science-fiction qu'on essaie de réaliser. Alors voilà, qu'est-ce qu'il y a dans le principe des systèmes intelligents? Il y a le projet que moi j'avais mis au point à l'époque, c'est-à-dire un système qui est intelligent, mais son intelligence, elle émerge ce que j'ai appelé une dynamique d'affect, c'est-à-dire justement d'émotion. Un univers de mots est disponible, la machine ANELA, le système ANELA, Associative Network with Emerging Learning and Logical Abilities, système en réseau avec des propriétés associatives émergentes de logique et d'apprentissage. Eh bien, ce système, il y avait une dynamique d'affect, avait accès au vocabulaire et pouvait utiliser les mots et les mettre ensemble à partir de ces émotions simulées, bien entendu. Alors quelle est la différence entre des émotions simulées et des émotions réelles? Eh bien, simplement qu'on dit que c'est simulé quand c'est une machine et que c'est réel quand c'est nous. Il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas d'autre différence. Pour les gens qui me diront oui mais dans la machine c'est simulé, oui quand c'est la machine on dit simulé, c'est une convention de langage, donc il n'y a pas trop à s'étonner de ça. Alors l'image de pourquoi ça n'a pas eu lieu, pourquoi mon livre est encore quelque chose qu'on n'a jamais mis en application? Eh bien c'est parce que la représentation de l'humain, de cette dynamique d'affect que j'avais mis là, c'est la représentation de la psychanalyse. J'ai pris ça chez Freud, j'ai pris ça chez Lacan, chez Melanie Klein, et ainsi de suite, avec quelques ingrédients que j'ai ajoutés en plus. Et c'est ça ma représentation de fonctionnement de l'humain. Or, les gens qui viennent dans le domaine de l'intelligence artificielle sont des gens qui sont en général plutôt des mathématiciens, des ingénieurs, qui auront plutôt fréquenté, je dirais, la psychologie de type classique plutôt que la psychanalyse, et qui du coup ne sont encore nulle part en termes essayer de simuler une logique émotionnelle, une dynamique d'affect à l'intérieur d'une machine. Le livre est toujours là, il est toujours lisible. Vous me signalez ici et là que vous le lisez et que ça vous paraît neuf. Évidemment, ça paraît neuf puisque personne n'a jamais encore utilisé ça dans un projet véritable. Il y a pas mal de gens au fil des années qui m'en ont parlé comme ci, comme ça. Il y a même Monsieur Minsky au départ qui est un spécialiste de l'intelligence artificielle qui dans les années 80 déjà a dit c'est le jour où on mettra l'émotion dans le robot que ça marchera véritablement. Mais il a prêché dans le désert. Je lui ai un jour écrit pour lui dire écoutez, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Il m'a jamais répondu. Donc il ne veut pas être tellement, il est mort depuis, il ne veut pas être tellement excité non plus par sa propre idée.
Alors voilà, j'essaie de mettre tout ça ensemble sur un sujet particulier. C'est pas de l'actualité à proprement parler, mais c'était ce paradoxe que nous nous représentons en ce moment à la fois comme tellement intelligents qu'on ne peut pas comprendre exactement à quel point nous sommes intelligents, et par ailleurs tellement stupides que nous sommes des marionnettes qui sont simplement qu'on peut agiter comme on veut, simplement en poussant sur le bon bouton, en tirant sur la bonne ficelle. Voilà. Allez, à bientôt.